Bonsoir à tous, bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire, les experts. Le rendez-vous, vous pouvez poser des questions d'ordre juridique et nous vous répondons en direct. Nos experts qui sont là pour vous informer de vos droits, parce qu'on en a tous, mais on n'en est pas toujours malheureusement très informés. Donc il y a quelques règles à respecter bien sûr dans cette émission. Donc vous baissez le son de la télé s'il vous plaît quand vous nous appelez. Vous posez une seule question à la fois et vous avez le droit bien sûr d'être en tout anonymat. Alors on va dire bonjour à nos experts du jour. Maître Limousim, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Merci. Vous allez bien? Ça va bien, merci. Vous avez passé une bonne semaine? Très bien, très bien. Très bien. Oui, j'espère qu'elle va encore très bien continuer la semaine 1. Et voilà, parce qu'on n'est que mercredi, il reste jeudi, vendredi, ça va être encore, oui, à fond la caisse. Voilà. Et oui, on est mercredi. Alors nous avons notre deuxième expert, Maître Moutou Komora-Poulet. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Ça va, donc tout le monde va bien, on est en forme. Vous pouvez nous appeler au 02 62 566 566 et on a déjà un premier appel, alors on va le prendre tout de suite. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue chez les experts. Bonsoir. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. J'ai une petite question à vous poser. Oui. J'habite à La Réunion. Ça fait je vous entends Oui, pas. nous on vous entend très bien. Voilà. C'est parce qu'on parlait pas. D'accord. J'habite à La Réunion, ça va faire 3 ans. D'accord. Ma mère est décédée l'an dernier. Ok. Elle nous a laissé un peu d'argent et bon, on est 4, on fait le partage. Alors on a porté ça au notaire. D'accord. Et j'ai une sœur qui est un peu malade de la tête, elle a quelque chose et elle ne répond pas, elle a partagé en 4 et le notaire lui a fait une lettre mais elle n'a jamais eu de réponse, mais je lui ai dit madame, comment vous savez si elle l'a reçue, il faut faire une lettre recommandée. Alors elle a fait une lettre recommandée et ils ont eu le récépissé, mais elle n'a jamais répondu, je l'ai appelée, elle me raccroche, ma sœur y est allée, la porte fermée, et voilà. Donc vous êtes à 4 et il y en a elle ne qu'une seule. répond pas, alors est-ce que cet argent, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'il faut prendre, quoi, je ne sais pas quoi faire. D'accord. Alors on va donner la parole à Maître Limousim pour répondre. Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Alors, vous nous dites que votre maman est décédée il y a 3 ans ou peut-être un peu plus. Non, il va y avoir 1 an. Il y a 1 an. Et le notaire, je suppose qu'il est en métropole. Oui, oui. Est-ce que le notaire a fait un inventaire, c'est-à-dire des héritiers, et adressé un... Oui, tout a été fait. Tout a été fait, c'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui qui sont les héritiers officiels de votre maman. Vous êtes 3 enfants. 4, on est 4. 4 enfants. Voilà. 4 enfants. Si les biens sont déterminés, les héritiers sont déterminés, je pense qu'il faudrait quand même que vous avez déjà eu tout à l'heure un bon réflexe, c'est-à-dire que vous avez interrogé votre notaire et vous lui avez demandé s'il a bien écrit à votre sœur en courrier officiel, en lettre recommandée, pour être sûr qu'elle... Oui, c'est ça, qu'elle ait bien été touchée par la demande du notaire qui a proposé certainement, qui a dit d'abord qu'il y avait un compte avec de l'argent dessus et que ce compte pouvait être partagé, je suppose, entre vous 4. Oui. C'est l'objet de la lettre du notaire. Oui, il a tout fait son travail. Alors aujourd'hui, posez-lui bien la question. Si ce courrier a bien été envoyé et que si jamais votre soeur persiste à ne pas répondre, ce qu'il entend faire, parce que aujourd'hui vous dites aussi qu'il y a un autre problème, la soeur qui ne répond pas rencontre peut-être des problèmes d'ordre psychologique, c'est-à-dire que peut-être qu'elle n'est pas capable non plus de répondre. Non, mais elle était fâchée avec ma mère. Ma mère ne voulait pas lui donner, elle a dit à notre sœur qui l'a soignée, elle a dit, tu sais, je ne vais pas partager. Et alors où elle avait laissé l'argent, le monsieur lui a dit, ah non, madame, vous avez 4 enfants, vous êtes obligée de tout à fait, c'est partager. C'est normal, Voilà. c'est normal. Et alors, elle a dit, je le partagerai, puis bon, elle est décédée, et puis voilà, c'est comme ça. Mais le notaire, le notaire a tout arrêté, ça me le dire. Alors il faudrait, madame... Il a mis l'argent, non, mais madame, l'autre jour je l'ai appelé, madame, il me dit, votre soeur vous l'a pas dit, j'ai dit non, il aurait pu m'écrire, bon, en fait, ça fait rien. Et l'argent, il est mis de côté, votre soeur ne répond pas, alors il faudra prendre un juridique si vous voulez, mais elle ne m'a pas écrit ni rien. Bon, mais j'ai dit, j'ai laissé passer. Alors, mais ma soeur, il faut que ce soit mon autre soeur,
de la métropole qu'il aille voir alors un avocat. Il faudrait prendre un avocat. Moi, je trouve ça un petit peu dommage parce que je ne sais pas combien d'argent il y a sur ce compte de votre maman. Parce que aller voir un avocat, ça veut dire que certainement le notaire n'a plus de possibilité de répartition amiable du compte en banque. Ça veut dire aller en justice pour aller partager ce compte en banque, c'est un petit peu dommage en l'état. Moi, je pense qu'il faudrait que vous écriviez au notaire pour lui dire peut-être de réitérer sa demande au niveau de votre sœur et puis voir avec lui. Et puis voir avec lui si c'est pas possible quand même d'entamer un partage et de laisser peut-être la part de votre sœur toujours sur un compte. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faudrait que vous lui posiez la question. Mais je lui ai posé la question. Je lui ai posé la question. Elle me l'avait dit au départ. Elle m'a dit on peut laisser son argent de côté. Oui. Je dis elle a 3 gosses de côté et faire votre part. Et maintenant elle a mis tout ça. J'ai dit oui, où est l'argent? Elle est chez nous dans un coffre. Elle me dit et bon on a tout mis comme ça puisqu'on peut rien faire. Elle me dit comment on peut rien faire? Vous me l'aviez dit. Je lui ai dit qu'on pouvait partager comme ça et laisser sa part. Ah non non. Alors madame, ce que je vous propose, là finalement, vous dites plein de choses avec le notaire, il vous répond des choses que vous ne comprenez pas, c'est vrai. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez très bien aller consulter à la réunion un notaire qui vous servira finalement de porte-parole et d'intermédiaire avec ce notaire de famille avec qui apparemment il n'y a pas de discussion possible. Donc vous pouvez très bien localement prendre un notaire qui fera votre porte-parole avec ce notaire de métropole. Oui, il faut que je prenne. Il ne faut pas que j'aille voir un avocat. Ah, pour le moment, c'est plutôt un notaire. Parce que vous pouvez aller voir un avocat. Mais un avocat, c'est quand il y a des difficultés. Auparavant, on disait qu'il fallait dresser un procès-verbal de difficulté et ensuite aller faire partager tout ce qu'il y a dans la succession devant un tribunal. Mais franchement, là, on n'est pas en présence de biens genre immeubles, maisons, terrains. On est juste en présence d'un compte en banque, à moins qu'il y ait beaucoup, beaucoup d'argent sur ce compte en banque, je ne sais pas. Je pense qu'il vaut mieux essayer la voie amiable. Et le mieux, c'est peut-être de prendre un notaire local qui sera votre porte-parole par rapport à ce notaire métropole. C'est ce que je vous conseille. Je sais qu'au niveau de ma sœur... Et ensuite, si ça ne marche pas, si finalement le notaire ne vous donne pas de solution non plus, peut-être aller voir un avocat. Mais moi, je pense que la première démarche, ce serait plutôt de contacter un notaire. Qui dit succession de manière générale, c'est un travail au départ, au niveau amiable, toujours du notaire. Essayez de ce côté-là, madame. Bon. Voilà. Bon, d'accord. Au revoir. Merci, au revoir. Merci madame, on vous souhaite une bonne soirée. Voilà, donc c'est pas évident à gérer ce genre de situation, j'imagine. Alors on va prendre l'appel suivant. Bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Bienvenue chez les experts. Est-ce que vous pouvez baisser le son de la télé, s'il vous plaît? Il est carrément au éteint. minimum. Attendez, je vais carrément éteindre la télé. Voilà. Voilà, il n'y a pas un appareil électronique, une radio ou quoi? Ah, je suis désolée, madame. C'est bon. Non. D'accord, très bien, ça va. Il y a ma chienne qui aboie au loin, mais... C'est la chienne, ça doit être ça. Ok, bon, bah, sinon, à part ça, ça va mieux. On vous écoute, madame. Voilà, je peux poser ma question directement? Oui, bien sûr, posez votre question. Alors voilà, madame, c'est un petit peu délicat, c'est une histoire d'assurance vie. D'accord. En fait, lorsque le papa de mes enfants est décédé, nous étions divorcés depuis quelques années. Il avait souscrit par l'intermédiaire de son entreprise une assurance vie qui couvrait les enfants à son décès. Et lorsqu'il est décédé, bien entendu, on a fait appel, puisque moi j'étais au courant, mon ex-mari, qui s'était remarié entre-temps, mais qui n'avait pas eu d'enfant avec sa deuxième épouse, m'avait bien expliqué qu'il avait largement couvert nos enfants avec une assurance vie, mais entreprise. D'accord. Et lorsqu'il est décédé, surprise, ce sont les enfants de sa femme qui n'avaient aucun lien de parenté avec lui qui ont bénéficié de la rente éducation que mon mari avait souscrite pour nos enfants. Donc, moi à l'époque, comme j'avais encore un fils mineur, j'ai consulté un avocat et cet avocat a écrit à la compagnie d'assurance qui a répondu que les enfants couverts par l'assurance vie étaient les enfants à charge. Or,
mon mari me versait une pension alimentaire tous les mois. Hein. Donc ils étaient à charge. Et il était remarié avec donc cette femme qui avait 3 enfants, qui n'avait aucun lien de parenté avec mon mari, il n'avait pas eu d'enfant avec elle. Et ce sont eux qui ont perçu cette assurance vie, cette rente éducation. Ah, comme ils étaient Et mariés. la compagnie d'assurance, excusez-moi, Oui. la compagnie d'assurance a répondu que les enfants à charge étaient les enfants qui ouvraient droit à une part fiscale. C'est-à-dire que comme mon mari, mon ex-mari était remarié avec cette dame, il faisait sa déclaration d'impôt avec elle et il prenait à sa charge, donc les enfants à charge, si vous voulez. Hein. D'accord. Donc, et ben voilà. Donc, alors le problème, c'est que ça a eu lieu il y a quand même 17 ans. Ah oui, quand même. Que j'ai appris récemment qu'en matière d'assurance vie, il n'y avait pas de prescription. Il n'y avait pas de prescription. Il y avait prescription au bout de 2 ans, sauf si une action avait été engagée. Or, moi, ça fait 17 ans, donc 30 moins 17 égale 13. Donc, mon fils me dit, maman, je vais reprendre le flambeau, celui pour lequel donc j'étais intervenue parce qu'il était mineur, mais mes 2 autres filles étaient majeures à l'époque. Et voilà, donc ça nous a toujours troublés. Moi, j'ai un gros sentiment de culpabilité parce que j'ai l'impression de ne pas avoir fait ce qu'il fallait faire. Et il n'y a pas longtemps. Du coup, votre question précisément, c'est quoi? Alors, ma question précise, c'est est-ce qu'on peut encore faire appel? Parce que, en fait, c'était pas des enfants à charge. Alors, il est vrai que votre affaire est assez exceptionnelle. Hein. Je veux dire, moi, en tant qu'avocate, j'ai rarement vu une compagnie d'assurance avoir une interprétation aussi particulière des enfants à charge. Il est vrai aussi que 17 ans se sont écoulés. C'est très long. Maintenant, moi, ce que je voudrais savoir, est-ce que vous avez eu entre les mains, à un moment ou à un autre, le contrat d'assurance vie de votre ex-mari? Oui. Vous l'aviez? C'est étrange également, c'est étrange. Je vous expliquais, l'année dernière, mon fils me l'a demandé. Oui. Donc, il a voulu, il partait en métropole et il avait des copains là-bas, un copain dont le papa était avocat et il voulait aller le consulter. Et il se trouve que ce contrat que j'avais, il s'est fait voler dans la voiture la veille du départ avec son passeport, permis de conduire, enfin voilà. Et moi j'ai demandé donc à l'avocat qui s'est occupé de l'affaire de m'envoyer la copie des courriers qui avaient été échangés entre lui et moi. Et il m'a dit qu'il avait tout détruit parce que ça faisait depuis 2011. Donc on n'a plus rien. Il n'y a que la compagnie d'assurance qui a encore sans doute les traces de l'action qu'on avait, enfin l'action entre guillemets, parce que c'est pas une action en justice, voilà. Alors, il est vrai que vous pourriez toujours demander à la compagnie d'assurance de vous envoyer une copie du contrat et des conditions générales et particulières, mais je ne suis pas certaine qu'il fasse droit à votre demande après autant de temps. C'est-à-dire que d'après ce que je sais, je suis allée faire des recherches sur Internet. Oui. En matière d'assurance vie, il y a prescription seulement au bout de 30 ans, s'il y a une action qui a été engagée dans les 2 ans qui ont suivi le décès. Oui, mais justement, le problème, c'est que je ne suis pas certaine, d'après ce que vous me dites, que vous ayez véritablement engagé une action. Voilà. C'est ça toute la difficulté. J'entends bien ce délai de 30 ans, mais le problème est qu'aujourd'hui, je n'ai pas entendu dans vos explications, à un moment ou à un autre, que vous avez fait une action. Une action, c'est une action en justice. Voilà, c'est ça. Voilà. Non. Et vous n'avez rien fait à ce moment-là. Non, je suis juste allée voir l'avocat. L'avocat a écrit à la compagnie d'assurance qui a répondu. Et puis moi, à l'époque, j'étais un peu dans les choux. J'étais, peut-être... Et puis voilà, donc je me culpabilisais énormément de ne pas avoir justement engagé une action à ce moment-là qui aurait couvert mes enfants, voilà, vous voyez, parce que enfants à charge, c'est vrai, pour moi, c'était évident dans la mesure où ils leur versaient une pension alimentaire. Mais bien sûr. C'était bien nos enfants, mais ils ne les avaient pas nommés. J'ai vu le contrat, moi. Oui. C'était enfants à charge, mais ils n'étaient pas nommés. Vous voyez, les prénoms des 3. C'était juste enfants à charge. Et au regard de l'administration fiscale,
C'est ce qui est retenu pour les assurances, soi-disant, hein, moi je sais pas. Hein. Ah oui, en même temps, on ne saura jamais quelle a été, est-ce que ça a été la bonne interprétation, parce que, à mon sens, en règle générale, le bénéficiaire d'une assurance vie est avant tout les héritiers, les descendants. Les descendants. Voilà, c'était le cas, hein, Voilà, ça aurait dû être vos enfants et non pas seulement les enfants à pour charge. moi, c'est évident, madame, oui. Voilà, parce que d'une façon ou d'une autre, ces enfants dits à charge, ce sont des enfants qui avaient un autre père. Et peut-être que celui-ci versait déjà une pension alimentaire ou quelque chose. Donc il n'était pas véritablement à charge de votre ex-mari. Il lui ouvrait droit à une part fiscale, puisque comme il était remarié, vous voyez, il déclarait les enfants de sa femme Oui. sur sa déclaration d'impôt, voilà. Alors bien sûr, à l'époque, eh ben, moi j'ai gobé tout ça, et puis on a enterré, et puis mon fils quand même, maintenant qui a 30 et quelques, il me dit, maman, et si on revoyait tout ça? Et au moment où il a voulu... il a pris les papiers justement que j'avais, moi ici il a pris les originaux et le soir même il s'est fait tout voler dans la voiture, vous voyez. Mais justement, juste pour terminer, ensuite Maître Limousin va intervenir, mais votre fils, le dernier qui était mineur à l'époque, il a quel âge depuis? Il a 34, il avait 17. Ah oui, d'accord. Ouais. Voilà, parce que bon... Si c'est 30 ans, il a encore 13 ans devant lui. Oui, oui. Non, parce qu'on aurait peut-être pu envisager, puisque à l'époque il était encore mineur, que du fait de sa minorité, ses droits étaient encore préservés pour qu'il puisse engager une action dès le moment où il devenait majeur. Mais aujourd'hui, s'il a quand même 34 ans, ça fait quand même un moment. Bon, écoutez, moi, je serais vous, hein, c'est peut-être un conseil, un mauvais conseil, mais je serais vous, je demanderais quand même aujourd'hui à cette compagnie d'assurance de vous fournir le contrat et les conditions générales et particulières. Oui. Alors, est-ce qu'il ne risque pas de faire obstruction en sachant que s'il y a 30 ans, il y a Anguille sous roche, peut-être que justement c'est parce qu'on a une idée en tête et que... Il se doit de vous les transmettre, même si voilà, votre ex-mari a souscrit une assurance. Ils peuvent le faire. Ensuite, uniquement pour vous rassurer peut-être, pour savoir qu'il n'y a plus rien à faire, voyez un avocat dans le cadre d'une consultation. Hein, vous pouvez aussi voir un avocat juste pour lui soumettre ce problème-là. Il vous dira ce que vous coûtera une consultation. Et voyez avec lui, à ce moment-là, si dans les conditions générales et particulières, il y a une petite faille qui vous permettrait d'engager encore une action. Maintenant là, c'est vrai, comme on n'a pas suffisamment d'éléments s'agissant des conditions de cette assurance vie-là, je ne pourrais pas vous apporter plus de... Je pense que quand on souscrit une assurance, il faut absolument nommer les personnes, nommer. Vous voyez, là, c'était pas assez précis. Oui. Bah, c'est un bon conseil pour les téléspectateurs qui nous écoutent et qui nous regardent. Il est vrai qu'en règle générale, ce que font les parents, c'est qu'ils donnent les noms. Mais bon, ça peut arriver, hein, vous savez, hein, tout est possible, malheureusement. En tout cas, je vous remercie pour votre éclairage. Merci à vous et bon courage pour la suite. Je vous remercie, mais je pense qu'on va suivre vos conseils, on va essayer de remuer un petit peu les... Oui, allez jusqu'au bout de votre action. Voilà. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Merci madame, bonne fin de soirée, au revoir. Alors on va prendre l'appel suivant, bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue. Merci, vous aussi. Je voudrais savoir juste un petit renseignement, s'il vous plaît. Oui. Oui, voilà. Enfin, je ne sais pas comment commencer. Voilà, j'habite à Saint-Denis et je suis dans un habitat social. D'accord. Et dans ma cour, j'ai reconstruit une maison, mais aux deux noms, hein, au nom de la même personne, quoi, au propriétaire. D'accord. D'accord, vous êtes locataire, hein? Non, propriétaire. Ah, vous êtes propriétaire, d'accord. Voilà. On avait un habitat social et on a reconstruit. D'accord. Mais c'est le même nom, quoi, si vous voulez. Et je voudrais savoir, il y a ma fille qui habite sur le terrain, dans la deuxième maison qu'on a construite.
mais sur le nom de notre nom, quoi. Voilà. C'est pas le nom de ma fille, c'est sur mon nom. Et je voudrais savoir, pour enlever, pour le taxe foncier, comment on doit faire, un petit renseignement. Ah, d'accord. Bon. Alors, Maître Limousin. Oui, bonsoir madame. Alors je vais essayer de vous poser une question pour bien comprendre votre interrogation, votre consultation de ce soir. Oui. En fait, quand vous dites que vous êtes dans un logement social, vous êtes donc propriétaire. Oui, on a acheté. À vous et votre mari. Quand vous dites nos deux noms, c'est-à-dire vous et votre mari. Oui, voilà. D'accord. Donc vous êtes propriétaire d'un logement social et sur ce terrain, vous avez construit une deuxième maison. Voilà. Au nom de mon mari et moi. Oui. Occupée finalement, non pas par vous, mais occupée par votre fille. Et est-ce que cette fille, elle est enfant unique ou bien il y a d'autres enfants? Non, non, il y a d'autres. Il y a d'autres enfants. Et là, votre question aujourd'hui, c'est quoi? C'est de dire que la taxe foncière qui est en train de sortir, est-ce que votre fille peut avoir une taxe foncière aussi? Je n'ai pas bien compris votre question. Oui, voilà, c'est ça. Ah non, non, madame, ça ce n'est pas possible, si vous voulez. La taxe foncière est rattachée à la propriété du sol. C'est-à-dire que la propriété du sol, votre fille n'est pas propriétaire du sol, c'est vous et votre mari qui figurez au niveau du cadastre et de la conservation des hypothèques en qualité de propriétaire. Ce qui fait que c'est normal que la taxe foncière qui est rattachée donc à la valeur de votre terrain et votre construction sorte à votre nom, à vous, monsieur et madame, un tel. Oui. Alors toutefois, la question est de savoir, est-ce que votre fille doit participer, peut participer, à quelque titre que ce soit? Mais à condition que sur son nom, quoi. Ah. Alors, madame, ce n'est pas possible, parce que, comme je vous ai dit, il faut lui dire à votre fille qu'elle n'est pas propriétaire, elle occupe, c'est vrai, une partie de la maison. La maison, si vous voulez, c'est elle qui a construit la maison, mais à notre nom. Voilà. Même ça, c'est au niveau, si vous voulez, de l'administration, c'est toujours au niveau de l'administration fiscale, comme au niveau de la loi. Ce n'est pas parce que votre fille a construit elle-même avec son argent sur votre terrain que la taxe foncière va sortir à son nom, parce que c'est le terrain qui prime et non pas la construction. D'accord? C'est le terrain qui prime, pas celui qui a financé la construction. Donc, comme c'est le terrain qui prime... Ah, ben si vous voulez aller chez le notaire, madame, c'est pas pour ça, c'est pour donner, en fin de compte, un morceau de votre terrain à votre fille. Là, ça, c'est autre chose. C'est-à-dire que vous voulez faire une donation de ce morceau de terrain à votre fille. Mais il y a d'autres enfants. Là, c'est le seul cas peut-être envisageable, mais sinon, non. Ah, d'accord, d'accord. Donc, si on passe par un notaire, c'est faisable après. Si vous passez par un notaire, ça veut dire que vous voulez donner à cet enfant, cette fille, partie de votre terrain, vous voulez diviser votre terrain. D'accord. C'est uniquement dans ce cas-là que votre fille aura une taxe foncière à son nom. Mais si vous ne donnez pas ce terrain, et en plus, je ne sais pas si c'est possible de donner le terrain en l'état actuel, il faudra de toute façon, comme vous dites, envisager de voir un notaire, parce que c'est lui qui verra si ce terrain est partageable et si les droits de votre fille aussi, c'est possible pour elle d'avoir ce terrain dès maintenant. Ah, d'accord. Oui. Consultez un notaire. Voilà. D'accord. D'accord. Ben, je vous remercie. Bonsoir. Merci à vous, madame. Merci pour le renseignement. Merci et bonne soirée à vous. Bonne soirée. Voilà. Et ça peut être d'ailleurs pas mal de donner de son vivant plutôt que d'attendre... Oui, mais sous certaines conditions. On ne peut pas donner tout ce qu'on veut de son vivant à un seul enfant, parce qu'il y aura des conséquences quand même. C'est-à-dire, par exemple, si cette dame n'a qu'un seul terrain et que finalement elle a donné la moitié de son terrain à la fille parce que celle-ci a déjà construit une maison dessus, et qu'à la mort des deux parents, elle et son mari, il s'avère que finalement, dans le patrimoine, il n'y avait que ce terrain. Cette fille qui a déjà hérité en fait de la moitié de la valeur de ce terrain, il faudrait qu'elle rapporte sa valeur, et un certain pourcentage de sa valeur aux autres enfants, parce qu'elle ne peut pas elle seule avoir la moitié d'un terrain alors qu'ils sont 4. Oui, exactement. Voilà, il y aura d'autres conséquences. Ce n'est pas simple, c'est possible, mais il y a des conséquences forcément. Ok, elle très peut bien. aussi vendre une partie de une partie de son Ah terrain oui, à sa fille, en faisant une division de parcelles, vendre si cette fille est d'accord d'acheter le sol, puisqu'elle est déjà propriétaire de la maison. Elle peut aussi racheter le sol et dans ce cas, voir avec les autres héritiers, verser une soulte ou quoi que ce soit. Donc il faudrait peut-être que cette dame se renseigne auprès d'un notaire. D'accord, ok, très bien. Eh bien, on va prendre l'appel suivant. Bonsoir.
Bonsoir. Bienvenue chez les experts. Merci, merci à vous. Alors, Alors, vous j'expose mon cas. Je Oui. suis propriétaire d'un fonds de commerce hôtel-restaurant dans l'Ouest. D'accord. Dans le bail initial, dans le bail commercial, il m'était permis de sous-louer temporairement ou non. Donc j'ai mis la partie restauration, je l'ai loué parce que je ne pouvais pas m'occuper toute seule de cet hôtel-restaurant et je l'ai loué à une personne au départ avec un bail précaire de 24 mois. Le problème, c'est que je n'ai pas signifié, parce que j'avais confiance dans la personne, donc au bout des 24 mois, je n'ai pas renoncé le bail qui s'est transformé en bail commercial. Et cette personne est présente dans l'établissement depuis 7 ans maintenant. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que depuis 6 mois, il ne me paye plus mon loyer. Moi, j'ai un loyer de 3 265 € et lui, il a un loyer de 1 632. Donc, il me paye son loyer et moi, je paye au propriétaire la totalité puisque c'est moi qui ai le bail commercial. Il ne paye plus son loyer depuis 6 mois. Donc, j'ai entamé une procédure, lettre recommandée, commandement de huissier, et ça n'a rien donné. Donc, je suis chez l'avocat maintenant et ça fait un mois que j'ai demandé de passer au tribunal en vue de casser ce bail et d'éjecter cette personne. Le problème, c'est que ça traîne et que moi, je dois continuer à payer mon loyer de 3 265 € tous les mois. Et si ça traîne encore pas mal de temps, je ne sais pas comment je vais faire. Alors, votre question, c'est comment vous pouvez faire là pour ne pas payer Comment je peux faire déjà pour accélérer la procédure, parce que est-ce que quelqu'un peut me dire combien de temps ça va prendre? Là, l'inscription est faite au tribunal pour casser le bail, et après l'avocat m'a dit, bon ben après il a encore 15 jours, un mois, je ne sais pas, pour aller en cassation, qui nous porterait déjà encore plus loin, et pour s'il veut faire appel, il faut qu'il ait repris le cours de ses loyers. Et combien de temps ça va prendre pour déjà passer au tribunal pour casser ce bail? Et combien de temps je peux espérer pour le mettre dehors, quoi. Et comment vous faites en attendant, surtout? Et comment je fais en attendant? Parce que le jour où moi je ne paye plus mon loyer, et aussi une autre question, c'est que si le propriétaire est au courant de ma situation, si je ne lui paye que ma partie, dans quelle mesure est-ce qu'il peut me mettre dehors aussi, en sachant que je ne peux pas payer la partie restauration, quoi. D'accord. Alors donc, on va déjà tenter de répondre à la première question. S'agissant du bail commercial, bon, c'est vrai que vous n'avez pas eu la présence d'esprit de signifier au bout des 2 ans. Du coup, on est parti sur un bail commercial. Maintenant, si votre sous-locataire ne respecte pas ses obligations, à savoir payer son loyer, vous avez suivi la bonne démarche, à savoir d'une part la lettre de mise en demeure et un commandement de payer. Bon, le commandement de payer est obligatoire, ça c'est fait. Maintenant, s'agissant des délais, alors vous avez vu un avocat qui a dû très certainement vous dire qu'une procédure en référé était tout à fait possible. Le juge des référés étant le juge de l'urgence. Donc cette procédure sera toujours plus courte que s'il s'agissait d'une procédure au fond. Maintenant, je ne pourrais pas vous dire précisément combien de temps ça allait durer, parce que je ne sais pas devant quel juge vous êtes actuellement, si l'avocat a déjà fait délivrer une assignation, est-ce qu'il y a une date d'audience, je ne pourrais pas vous dire. En règle générale, si c'est une saisine du juge des référés, on peut espérer avoir une décision dans un délai maximum de 2 mois. Voilà, si votre adversaire demande à un avocat de le représenter, celui-ci répond à vos arguments par le jeu d'écriture, on peut espérer dans un délai maximum de 2 mois d'avoir une réponse. Maintenant, il faut savoir que la partie qui va succomber peut tout aussi décider d'interjeter appel. Donc on part cette fois-ci devant la cour d'appel et la procédure durera un peu plus que ce qui aura été devant le juge de première instance. Donc aujourd'hui, voyez votre avocat qui pourra vous donner précisément des dates en fonction de l'avancement du dossier. Et il est vrai qu'aujourd'hui, pour répondre à votre seconde question, en tant que locataire, vous ne pouvez pas ne payer qu'une partie de votre loyer. Parce que vous vous mettrez, dans ce cas, dans une situation difficile et votre bailleur pourrait lui aussi demander à ce qu'on prononce la résiliation du bail et demander votre expulsion.
Donc, aujourd'hui, peut-être que vous pourriez aller en discuter avec lui. Peut-être qu'il serait tout à fait attentif à vos réclamations et peut-être qu'il entendrait faire un geste pour vous permettre de payer avec un échéancier. Mais le mieux, ce serait pour vous de continuer à payer et peut-être de voir avec lui s'il y a moyen de mettre en place un échéancier. Mais mon conseil, ce serait de ne pas arrêter là comme ça de payer la part qui revenait plutôt à votre sous-locataire. Parce que vous vous exposerez à une expulsion. Ouais, mais je ne vais pas pouvoir tenir 50 ans, hein. C'est sûr. Essayez la démarche amiable, voyez votre bailleur, voir si celui-ci est tout à fait compréhensif et s'il accepterait peut-être un petit décalage dans le temps, un échéancier. Parce que moi, j'ai besoin de retrouver mon endroit pour pouvoir le relouer, quoi. Et dans quel état je vais le retrouver aussi. Voilà. Donc, c'est toute la difficulté. Mais bon, vous avez eu le bon réflexe, à savoir confier ce dossier sans attendre à un avocat. Maintenant, il faut qu'il puisse faire cette procédure. Donc, voyez avec lui où est-ce qu'on en est précisément dans cette procédure. Et quand vous parlez que la partie adverse peut faire appel, mais elle peut faire appel suivant quoi? On fait appel quand on a quelque chose, une pièce supplémentaire ou je sais pas moi, qu'il ait repris le cours de ses loyers, mais apparemment c'est pas son intention. Aujourd'hui, on ne sait pas. Je veux dire, je ne peux pas deviner ce qu'il peut soulever comme argument. C'est le principe du double degré de juridiction. Il a possibilité de faire appel. Il n'y a pas forcément besoin qu'il reprenne le cours de ses loyers. Il peut tout à fait arguer d'une défaillance parce que je ne sais pas, vous ne respectez pas vos obligations en tant que locataire, que vous l'avez mis dans une situation où lui-même ne peut pas exercer son activité. Tout est possible, donc je ne pourrais pas aujourd'hui vous dire quels seraient les moyens qu'il entendrait soulever devant la cour d'appel. Tout ce que l'avocat m'a dit, c'est qu'apparemment il faut une inscription. Il faut une inscription au tribunal et qu'apparemment il a déjà d'autres affaires en cours. C'est-à-dire qu'il est déjà inscrit pour d'autres affaires en cours. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que pour demander l'expulsion en matière de bail commercial, nous devons lever ce qu'on appelle un état complet des nantissements pour savoir si ce débiteur, il a d'autres créanciers et informer ces créanciers de ce que le bail commercial risque d'être résilié. Donc peut-être qu'aujourd'hui, c'est ce que votre avocat a fait. Donc il doit dénoncer, signifier l'assignation aux créanciers inscrits parce que votre sous-locataire a d'autres créanciers parce qu'il a d'autres dettes ailleurs. Donc c'est vrai que ça prend un petit peu plus de temps que prévu. Donc les choses sont déjà en état de marche. Ouais. Et aussi une autre question, quelqu'un m'a conseillé parce que moi je me suis dit si demain il s'en va, je récupérerai jamais mes loyers. Il a pas d'argent de toute façon. Donc, mais quelqu'un m'a conseillé de faire une saisie conservatoire dans tout ce qu'il y a dans le restaurant. Et comme je sais qu'en plus cette personne est propriétaire d'un appartement au tampon, pour pouvoir m'assurer qu'un jour je serai payé de mes antérieurs. Oui, c'est un conseil qui est intéressant. Hein. Vous demandez à votre avocat de voir si on a moyen de faire pratiquer par un huissier une saisie à titre conservatoire. D'accord. Voilà. Et je vous souhaite bon courage parce que c'est vrai que c'est des procédures qui prennent un petit peu de temps, surtout quand pour vous le temps c'est de l'argent. Mais voyez le bon côté des choses. Jusqu'à présent, vous êtes dans la bonne direction. C'est gentil, très gentil. Bon courage et beaucoup de patience, on vous souhaite. Un petit peu de patience, du moins. Ouais, voilà. D'accord. Merci. Merci à vous. Une très bonne soirée. On va prendre l'appel suivant. Bonsoir. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bienvenue chez les experts. Oui, bonsoir. Voilà, bonsoir tout le monde sur le plateau. Bonsoir. Bonsoir. J'ai une petite question. Oui, Je on vous voulais écoute. simplement demander, on a quatre enfants et on a aussi 4 petites maisons, on va dire, avec un D'accord. petit terrain. Et je
je pense qu'il y a une dans les quatre qui n'ont pas la même valeur, puisque c'est pas situé dans le même endroit et c'est plus éloigné. Je voulais simplement savoir si nous, parents, étant encore vivants, on a laissé un notaire, on pouvait, nous, décider de dire on donne là à celui-là, là-bas à l'autre, etc. Est-ce que ça c'est possible? Ben justement, on en parlait tout à l'heure. Maître Limousim. Oui, bonsoir madame. Alors donc, vous et votre mari, vous êtes propriétaire de terrain avec dessus 4 petites maisons et vous souhaitez donner dès maintenant, en fait, à chacun de vos enfants une partie donc de votre bien, c'est-à-dire à chacun un morceau de terrain avec la maison dessus. Alors la question, est-ce que vous pouvez le faire en avance, c'est-à-dire qu'on n'attend pas de décéder pour que les enfants héritent? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et au contraire même, c'est je dirais parfois un bon réflexe parce que au lieu d'attendre parfois le décès d'un des parents ou puis le deuxième parent et avoir des enfants qui se battent sur un terrain qui n'est pas partagé et on ne sait pas finalement qui va prendre quoi, c'est une bonne idée. Je pense que vous devriez effectivement aller prendre un rendez-vous avec un notaire, consulter, afin d'envisager un partage de ce terrain en 4 et voir avec lui comment on peut le faire. Alors j'ai bien entendu, vous nous avez précisé que une des constructions aurait peut-être une valeur moindre parce que moins bien située. Ça ne pose aucun problème. Simplement, pour les détails techniques, ce que je vous recommande, discutez bien de cette situation avec le notaire. Il va vous conseiller certaines choses. Si vous voulez, en gros, sans rentrer dans les détails, c'est-à-dire un enfant qui va gagner d'une valeur, qui va hériter une valeur un peu moindre, aura d'autres compensations. Et ça, ce sera un calcul qui sera fait par votre notaire. Donc, finalement, oui, je vous recommande bien entendu d'aller consulter dès maintenant et mettre en place ce projet de vie. Oui, mais pour moi, le plus difficile, enfin, le difficile, ce serait simplement savoir si on peut, nous, choisir la maison pour donner un terrain. Oui, madame. Oui, madame. Vous pouvez, parce que de votre vivant, de son vivant, un parent décide ce qu'il veut donner et à qui. En revanche, après, il y aura un petit calcul. Si, par exemple, un enfant, il a eu une valeur... Pardon, je n'entends pas. Je dis pour la différence, ça, je sais qu'il y aura quelque chose. Mais moi, ce qui m'inquiétait le plus, c'est qu'on voulait donner, parce qu'ils ne s'entendent pas entre eux. Donc, je ne voulais pas que deux qui ne s'entendent pas restent à côté, etc. C'est simplement pour ça que ce soit, que je veux dire, quand on donne, un d'un autre côté, le autre côté, que ce n'est pas à côté. C'est simplement pour ça qu'on a décidé de donner ça à un, ça à l'autre. C'est simplement ça qui est mon plus gros tracas. Oui, le notaire, d'ailleurs, il vous dira que ce sera très certainement possible. Ensuite, il y aura des petites, j'allais dire des petits détails quand même financiers et techniques qu'il mettra en place, mais c'est tout à fait possible de choisir que telle maison sera pour un tel et celui-là pour un autre tel. C'est faisable. C'était tout ça. Oui, c'est tout à fait faisable, madame. Voilà. Bonsoir. Très bien. Nous espérons avoir répondu à votre question. Voilà. Merci beaucoup, mesdames. Merci à vous, madame. Merci. Très bonne soirée à vous. 02 62 566 566, on est sur le plateau des experts, vous pouvez nous appeler et on va prendre l'appel suivant. Bonsoir. Oui, madame, bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Oui, voilà, je vous appelle parce que bon, je suis en pleine de séparation. D'accord. Et j'ai un problème j'ai un gros souci avec mon enfant. Oui. En fait, j'ai eu l'audience, ça y est, le jugement a été fait. Donc j'ai eu la garde et le droit de visite de mon fils, mais le souci c'est que il n'exécute pas le jugement la procédure du juge. D'accord. Donc j'aimerais savoir où m'orienter justement pour pouvoir résoudre ce problème-là. Ok, très bien. Alors, j'ai peut-être été moins attentive parce que j'ai un peu loupé le début. Vous étiez mariée ? Oui. Voilà, vous étiez mariée. Donc là, vous avez engagé une procédure de divorce. Oui. Voilà. Séparation de corps. De séparation de corps. C'est très bien. Et vous en êtes au stade du prononcé de la séparation de corps ou de l'ordonnance de non-conciliation ? L'ordonnance de non-conciliation. D'accord. Donc l'ordonnance de non-conciliation pour ceux qui en fait, j'ai eu la procédure de la séparation de corps et qui a été déterminé que l'enfant devrait être 15 jours de vacances chez moi et le week-end, de week-end par
pas moi. D'accord. En fait, l'enfant a sa résidence fixée chez l'autre parent. Voilà. Et vous bénéficiez d'un droit de visite et d'hébergement. Voilà. Voilà. Et aujourd'hui, votre difficulté, c'est que votre enfant ne veut pas venir chez vous. Non, il ne veut pas me voir. Il ne veut pas vous voir. Oui. Il a quel âge, cet enfant? 14 ans. Alors, à 14 ans, on n'est pas censé décider. Le père chez qui il vit doit l'inciter à ce que vous puissiez exercer votre droit de visite. Vous devez pouvoir prendre cet enfant et l'avoir chez vous pendant le week-end et la moitié des vacances scolaires. Oui. Maintenant, il est vrai que il faut quand même pouvoir discuter avec cet enfant. Est-ce que vous avez envisagé, vous lui avez parlé du problème qu'il existe et essayer de comprendre les raisons qui font qu'à ce jour, il n'ait pas envie de venir chez vous pendant les week-ends? Ben oui, je fais que ça. Hein. J'essaye de discuter, l'enfant me fuit, je le texte, il me répond pas, je l'appelle, il me répond pas, donc il me fuit carrément, donc il me dit que non, il vient pas. D'accord. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce que je dois faire à partir de ce moment-là? Voilà. Alors bon, il est vrai qu'il faut contre la volonté de cet enfant. Aujourd'hui, la seule chose que je pourrais vous proposer, c'est peut-être une médiation familiale. Oui. Voilà, voir une association qui fait de la médiation familiale, hein, oui. Voir pour pouvoir faire convoquer le père. Oui. Pour lui expliquer les droits et ses devoirs, oui. à savoir qu'il doit faire en sorte que vous, en tant que mère, vous puissiez continuer à entretenir des relations oui. normales oui. avec votre enfant. Oui. Et peut-être que dans le cadre d'une médiation, oui. Un dialogue va pouvoir s'instaurer, il va peut-être vous dire ce que votre fils ou votre fille vous reproche, oui. et peut-être lui aussi pourra aider à faire en sorte que cet enfant puisse revenir chez vous. Parce oui. que comme je vous ai dit, à 14 ans, ce n'est pas à cet enfant de choisir. Oui. Il doit venir voir sa mère, c'est tout à fait normal. Oui. Maintenant, il est vrai qu'il y a des situations de famille qui sont très compliquées. Oui. Je vous donne ici les généralités, ce que prévoit la loi et le code civil. Oui. Maintenant, c'est votre fils ou votre fille, vous le connaissez. Peut-être que dans le cadre de cette médiation, les choses pourront se faire de manière plus douce. Oui. Et pour que vous puissiez reprendre contact avec votre enfant. Oui, mais est-ce que si la médiation ne se passe... Bon, parce que moi j'ai appris que la médiation n'est pas... je veux dire, si on les convoque, ils ne viennent pas... Donc ça n'est pas obligatoire. Voilà. Ça n'est pas obligatoire. Donc à ce moment-là, je fais quoi? Donc si la médiation ne passe pas, je fais quoi? Est-ce que j'ai le droit de voir un juge familial? Un juge de famille, là? Alors, dans un premier temps, il faut pouvoir discuter avec votre ex-mari, oui. Hein, pour savoir un petit peu qu'est-ce que lui fait de l'autre côté, oui. pour que votre fils ou votre fille revienne. Que mon ex-mari ne veut rien entendre. Il veut rien entendre. Voilà, il ne veut rien entendre. Alors, si véritablement il fait obstruction, lui de son côté aussi, à l'exercice de ce droit de visite oui. et d'hébergement, oui. vous pouvez ressaisir le juge. D'accord. Et je fais comment? Vous pouvez ressaisir le juge aux affaires familiales, soit directement par le dépôt d'une requête au tribunal, oui. ou vous pouvez repasser par l'avocat, puisque en matière de séparation de corps, l'avocat est quand même obligatoire, oui. repasser par votre avocat oui. habituel, pour que celui-ci puisse continuer la procédure. Voilà. Après, il y a l'extrême limite, hein, c'est aller déposer plainte contre le père pour non-représentation d'enfants. Oui. Mais je ne suis pas sûre aujourd'hui que ça pourrait faire avancer les choses. Mais peut-être qu'à ce moment-là, les policiers ou les gendarmes vont convoquer le père oui. et lui rappeler qu'il a comme devoir de faire en sorte que votre enfant puisse entretenir des relations avec sa mère. D'accord. Voilà. Donc il y a plusieurs possibilités. Oui. Essayez la manière la plus douce. Oui, bien sûr. Puis voyez votre avocat. Et puis troisième possibilité, peut-être la plainte. Oui. Voilà. D'accord. Ben, je vous remercie beaucoup, madame. Merci, madame. On vous souhaite bon courage. Merci. Et une très bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Alors, on va prendre l'appel suivant. Allô, bonsoir. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bienvenue chez les experts.
Bonsoir. Moi, je voudrais juste poser une petite question, s'il vous plaît. Oui, on vous écoute. Je verse une pension alimentaire pour ma fille qui se trouve en métropole. Oui. Et il se trouve qu'elle a 23 ans au mois de juin. D'accord. Et le problème, c'est pas que j'ai pas envie de verser la pension alimentaire pour ma fille, qui est loin de là. Mais j'ai aucune nouvelle d'elle. Et j'ai appris qu'elle faisait des études de droit à Bordeaux. Mais en fin de compte, j'ai aucune nouvelle d'elle. Voilà. Et jusqu'à quel âge je dois verser la pension alimentaire? Ah, elle est étudiante, donc Maître Limossim. Oui, bonsoir monsieur, vous êtes notre premier appel masculin, je crois, de la soirée. Ah, non? J'ai pas fait, j'ai pas fait attention, oui, c'est possible. On a eu beaucoup d'appels d'auditeurs féminins, mais donc bonsoir monsieur, il faut savoir qu'en matière de pension alimentaire, la pension alimentaire qu'on paye en contribution de l'éducation d'un enfant, il ne s'arrête pas en premier lieu avec la majorité. Il ne s'arrête pas avec l'âge de 18 ans. Ensuite, est-ce que jusqu'à quel âge est-ce que le papa ou la maman doit payer cette pension alimentaire? Alors, il s'avère que suivant le Code civil, vous devez payer cette pension alimentaire jusqu'à ce que cet enfant ne soit en fait soit en âge, soit en phase de se débrouiller tout seul, c'est-à-dire par exemple travail, perçoit des revenus ou bien parfois se trouve en situation de stage. Souvent, il y a des étudiants qui font des études en alternance et perçoivent des revenus. Donc, si vous ne connaissez pas la situation de cet enfant, mais vous nous dites qu'elle suivrait des études de droit en métropole, peut-être faudrait-il lui demander à elle directement, faire un écrit, même si vous n'avez pas de contact, ne serait-ce que téléphonique, lui envoyer peut-être un écrit, ou passer par sa maman, demander la situation actuelle de votre fille. Parce que souvent maintenant, vous savez, à 23 ans, il est rare que les enfants soient autonomes et ne dépendent plus de leurs parents. J'imagine que votre fille, réellement, elle doit continuer des études à Bordeaux, de droit. Pour vous rassurer, écrivez à la maman ou écrivez à votre fille si... par malheur, pour vous, vous n'arrivez pas à avoir des contacts téléphoniques, au moins écrivez. Le pire, excusez-moi, le pire c'est que j'ai aucune nouvelle d'elle, ni d'elle ni de sa mère, et donc j'ai aucune adresse. Je me demande si elle est toujours en vie, c'est malheureux à dire, mais enfin c'est comme ça. Donc moi à la limite, je m'en fiche moi de payer, vous comprenez? Mais j'aimerais bien avoir des nouvelles de ma fille. Alors comment procédez-vous au paiement de cette pension alimentaire, monsieur? Vous envoyez de l'argent par virement sur un compte en banque? Non, pas du tout. Comme je travaille dans une collectivité, c'est prélevé directement par le Trésor public. Très bien, très bien. Alors, il faudrait contacter votre organisme payeur, le Trésor public, et demander l'adresse de votre fille, ou peut-être de la maman, je ne sais pas, qui a fait la saisie sur salaire. Disons, c'est arrivé, ça m'est tombé dessus, comme ça, le tribunal de Bordeaux avait tranché qu'il fallait que je paye, malgré que je touche, parce que vous savez, dans les collectivités, on n'est pas les mieux payés, hein, donc il faut dire. Hein. Et donc, je paye, je donne 200 € par mois avec, c'est sur mon salaire. D'accord. C'est une saisie à la source, c'est une saisie de votre salaire. Non, monsieur, il y a une possibilité de trouver trace, hein, puisque, je vous dis, hein, votre employeur ne payera pas si, sans avoir l'identité et l'adresse de votre créancier, c'est-à-dire que vous devez demander à votre employeur, donc au Trésor public, votre organisme payeur, l'identité de votre créancier. Donc, vous aurez à ce moment-là l'adresse de madame ou l'adresse de votre fille, forcément, vous l'aurez. Voilà. Remontez à la source. D'accord. Et à ce moment-là, vous écrirez pour demander la preuve que, effectivement, votre fille n'est pas autonome financièrement. Parce que j'avais écrit au juge d'application de peine, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, des affaires familiales plutôt, à Bordeaux, et donc ils m'ont répondu il fallait que je voie l'huissier qui, je sais pas quoi, qui... Oui, mais comme vous ne connaissez pas qui est l'huissier, vous connaissez qui est l'huissier? Est-ce que vous connaissez qui est l'huissier qui a pratiqué la saisie chez votre employeur? Nous, on a fait des recherches au niveau de mon employeur qui m'ont donné un coup de main là-dessus. Et donc, l'huissier, lui, il a trouvé l'adresse de l'huissier, il n'a rien voulu savoir, il a dit que c'est une obligation de payer. Moi, je m'en fiche de payer, mais qu'il me réponde correctement. Bon, alors à ce moment-là, vous écrivez à l'huissier, vous dites, écoutez, vous êtes d'accord pour payer, mais pour vous, votre fille n'est peut-être plus à votre charge parce qu'elle peut-être elle travaille. Donc, il faut écrire à l'huissier. Voilà.
Parce que ça fait des années que je paye. Et c'est 2400 € par an que c'est saisi directement sur mon salaire. Ça, je ne peux pas passer à travers quand on travaille dans une collectivité. Hein. Donc ça, on ne peut pas dire que je ne paye pas. Au contraire, même s'il fallait faire un mandat, je l'aurais fait de toute façon, comme c'est ma fille. Mais j'aimerais de temps en temps quand même avoir de ces nouvelles. En plus, j'arrive en fin de carrière. Donc voilà, et quand je serai retraité, comment je vais faire alors? C'est pour ça, monsieur, comme vous n'avez pas l'adresse directe de madame ou de votre fille, vous devez écrire à l'huissier, parce que s'il ne vous répond pas, pour donner la preuve que votre fille, effectivement, est toujours étudiante, vous pourrez saisir à ce moment-là uniquement, lui dire, s'il ne vous répond pas, vous ferez une procédure pour supprimer la pension alimentaire. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, vous tournez un petit peu en rond parce que vous n'avez pas de réponse. Donc là, quand vous écrirez à l'huissier, vous lui dites, voilà votre problème, pour vous, votre fille travaille, vous voudrez avoir effectivement une réponse à ce sujet, sinon vous demanderez au juge aux affaires familiales de procéder à la suppression de cette pension alimentaire. Mais la première démarche quand même, monsieur, c'est d'écrire à l'huissier et lui demander. Parce que c'est le mandataire de votre fille ou de sa maman. D'accord. Bon, ben, ouais, je vais faire comme ça. Voilà. Ben, je vous souhaite une bonne soirée. Bonsoir. Merci, bonsoir. Bonne soirée et bon courage, monsieur. Il ne faudrait pas que cet argent reste au trésor public. Hein. Ça ne restera Vaut mieux pas. qu'on sache où ça va. Voilà. Alors, on va prendre l'appel suivant. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Oui, je vous appelle, c'est pour un renseignement. Oui, on En vous fait, écoute. ça fait quelques années, mes parents m'ont donné un terrain. Oui, Oui, et j'ai l'acte et tout. d'accord. Et j'ai construit une maison et tout. D'accord. Et en ce moment, je voudrais savoir s'ils peuvent récupérer le terrain. S'ils peuvent, vous voulez qu'ils le récupèrent ou bien vous... Non, du tout. D'accord, ok. Ils essayent de récupérer justement et je voudrais savoir si il y a des chances qu'ils peuvent récupérer ou pas. D'accord, ok. Alors, pour devenir propriétaire de cette parcelle, vos parents ont fait une donation par le biais d'un notaire. Voilà. Ça a été fait par un acte notarié, un Voilà, acte oui. authentique. Voilà. Donc, pourquoi est-ce qu'il reviendrait sur cette décision? C'est parce qu'il n'y a plus d'entente et tout, Il y a plus et ils d'entente veulent récupérer. Non. Alors, ce qui a été fait, s'il y a eu transfert de propriété par le biais d'une donation, par un titre, par un acte notarié, il n'y a pas moyen aujourd'hui qui décide là comme ça de vouloir récupérer ce bien. Voilà. Voilà. Alors, il n'y aurait qu'une seule possibilité, mais encore faut-il qu'ils puissent arguer d'un cas d'indignité, c'est-à-dire que vous auriez porté atteinte à leur sécurité ou à leur santé, et qu'à ce moment-là, ils pourraient saisir le tribunal de grande instance et faire constater qu'il y a une cause d'indignité et à ce moment-là, par conséquent, révoquer la donation qui a été faite. Mais D'accord. Et même s'ils ont gardé la jouissance? Ils ont gardé la jouissance. Oui. Oui, alors là, ils peuvent garder la jouissance, c'est-à-dire l'usufruit, jusqu'à leur décès. Voilà. Il n'y a pas de difficulté à ce niveau-là, mais vous êtes toujours nu propriétaire. Voilà. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes nu propriétaire et au moment du décès de vos parents, vous allez récupérer la pleine propriété. C'est-à-dire vous allez pouvoir jouir de ce bien. D'accord. Et en attendant, s'il n'y a pas eu, par exemple, de cas de justement d'indignité, non, menaces et tout, d'insécurité, ils n'ont aucune chance de récupérer. Non. Non, non. D'après ce que vous me dites, ma réponse, elle est catégorique. Non. D'accord. Voilà, on ne peut pas donner aujourd'hui et décider demain de revenir sur cette... Voilà, c'est ça. Comme il n'y a plus d'entente, ils ont décidé, parce que j'ai eu un peu des menaces, comme quoi ils allaient le récupérer, de faire des papiers partout et tout, pour récupérer, justement. Non, il ne faut pas vous laisser... convaincre par ces pressions ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, vous pouvez aller vous renseigner auprès du notaire. Le notaire qui a rédigé l'acte
pourra vous dire aussi bien que moi que dans cet acte, il a relevé le consentement de vos parents en tant que donateur, et vous avez accepté cette donation, et de ce fait, on ne peut plus revenir sur cette décision-là, sauf, comme je vous dis, le seul cas qui est pour cause d'indignité. Mais bon, voilà. D'accord. Et je voudrais savoir, ça veut dire quoi le droit d'aligner et de retour? Le droit d'aliéner, c'est le droit de vendre. Alors, en fait, souvent dans les actes de donation-partage, les parents insèrent une clause justement, si vous deviez vendre, vous ne pouvez pas le faire, il vous interdit de vendre, et dans ce cas, il y a un retour de ce bien au sein du patrimoine de vos parents. D'accord. Voilà. C'est, je pense, la clause dont vous faites référence. D'accord. Ben, merci beaucoup, madame. Merci. Merci à vous. Merci, au revoir, bonne soirée. Voilà, bon courage et puis merci. Restez digne, on va dire, puisque là c'est le mot, si vous voulez garder votre terrain, voilà. Enfin, moi, ça me fait beaucoup de peine de voir beaucoup de familles comme ça qui ne s'entendent plus et qui se déchirent qui utilisent le matériel pour se faire du mal. Vous devez voir ça souvent dans votre travail, je pense. Oui, on voit, malheureusement, on le voit assez souvent. Maintenant, le rôle de l'avocat est aussi d'essayer de pacifier un petit peu les conflits. Hein. On n'est pas juste là pour faire des procédures. Donc, on essaie de conseiller ou le parent ou les enfants pour essayer de faire en sorte que les choses s'arrangent. Maintenant, il faut que les gens agissent aussi en bonne intelligence. Et beaucoup de personnes font appel à la médiation familiale ici, à La Réunion? De plus en plus. C'est souvent en matière, justement, lorsqu'il y a des séparations, lorsque les parents n'arrivent plus à discuter, aucune communication n'est possible, dans l'intérêt des enfants, on conseille le terrain de la médiation. Parce que justement, on se retrouve face à quelqu'un qui est totalement objectif et qui va justement avoir pour rôle de rétablir cette communication, d'essayer de mettre à plat les difficultés, les frustrations, le manque de communication. Donc, et aujourd'hui, la loi, justement, prévoit que le juge aux affaires familiales lui-même peut ordonner une médiation. Lorsqu'il estime, à l'occasion d'un dossier, qu'il y a justement un déficit de communication, et que peut-être le problème pourrait être réglé très vite, le juge aux affaires familiales peut ordonner cette médiation, ou cela peut se faire aussi à la demande d'une des parties. D'accord. Et ces médiateurs familiaux, ils sont formés comment? C'est des spécialistes en communication? Écoutez, ils suivent une formation pour devenir médiateurs. Et ensuite, je pense que c'est souvent des personnes, pour ceux que je connaisse, ce sont souvent des personnes d'un certain âge qui sont soit à la retraite, qui ont travaillé dans le domaine social, etc. et qui peuvent apporter de leur temps et de leur expérience. Et du fait de la formation qu'ils ont suivie, ils apportent une plus-value. Et ça se passe très souvent très bien parce que souvent on arrive devant le juge aux affaires familiales avec un protocole qui a pu être signé dans le cadre de la médiation et on demande l'homologation de ce protocole. D'accord. Parce qu'il y a, si vous voulez, effectivement la médiation familiale et puis aussi la médiation de manière générale dans tous les autres domaines. Et n'importe qui peut suivre une formation et avoir un titre de médiateur. Nous sommes quelques-uns ici au barreau de Saint-Denis et de Saint-Pierre à avoir suivi une formation de médiateur, mais finalement ne pas l'exercer. Moi-même, j'ai suivi une formation de médiateur, mais finalement, je n'ai pas suivi concrètement ensuite pour la profession. Oui, je préfère non pratiquer. Je n'ai pas pratiqué, mais je connais effectivement comment ça fonctionne. Et c'est pour ça que je dis n'importe qui peut faire. Mais il faut voir, c'est vrai, avoir envie. Et puis, on peut en faire sa profession. Donc, il y a des formations pour être médiateur.
D'accord, très bien. Bah, écoutez, quand je Vous serai aussi, une par animatrice à la retraite, je penserai à faire la médiation, puisque là je suis entre vous deux, donc ça tombe bien. Forcément à la retraite, hein. Je n'ai pas dit que ça n'était Voilà. réservé qu'aux personnes à la retraite. J'ai dit Oui, que bien sûr. Non, mais c'était le plus pour, souvent ce sont des personnes qui ont du temps et puis bah, dans tous les cas il faut avoir quand même la fibre sociale, hein. Il faut vouloir aussi gérer les conflits et essayer d'apporter un petit plus. Ok, très bien. Bah, écoutez, merci à vous en tout cas pour votre présence ce soir, vos précieux conseils. Alors on vous retrouve dès mercredi prochain, 19h50 sur Télécréole pour votre rendez-vous hebdomadaire, les experts. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Au revoir.